Bonjour, bonjour, bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous faire goûter du sirop d'érable. J'espère que vous allez aimer ça. Bon appétit! Excellent! Mais c'est quoi en fait? Très bonne question. En fait, dans cette vidéo, vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sirop d'érable. En fait, on sait que les produits de l'érable, ça vient de l'érable à sucre, mais comment ça fonctionne un érable? En fait, il y a plusieurs choses qui permettent à un érable de fonctionner, notamment l'osmose. L'osmose, c'est un mouvement d'eau au travers d'une membrane. Il y a aussi le transport actif, c'est l'utilisation d'énergie pour transporter et pour concentrer un composé. Il y a aussi le xylème. Le xylème, c'est le conduit dans l'arbre qui permet de transporter la sève brute. Il y a le phloème, c'est le conduit qui permet de transporter la sève élaborée. Et les stomates, qui sont des petites pores dans la feuille d'une plante. Donc, ce qui est pour les cabanes à sucre qui sont plus traditionnelles ou plus industrielles, les méthodes de la récolte vont beaucoup varier. Donc, les méthodes qui vont être plus traditionnelles, c'est quand le seau en métal ou en bois sera utilisé. Il sera alors récolté à la main et transféré dans une motoneige qui, elle, amènera le sucre au total dans la cabane à sucre. Pour les érablières plus industrielles, les tuyaux bleus ou en PVC seront utilisés pour la récolte de l'eau d'érable. On peut les apercevoir sur les chemins forestiers lorsqu'on va plus dans les boisés, ils passent par-dessus les routes. Ces tuyaux sont alors branchés à une pompe qui aspirera tout le sirop directement à la cabane à sucre pour la fabrication. Ces deux méthodes sont très différentes et les coûts peuvent varier pour les machineries qui sont souvent plus dispendieuses. Mais les deux méthodes sont aussi bonnes l'une que l'autre. Donc ceci se nomme le chalumeau. Le chalumeau, en fait, c'est l'outil qui va nous permettre de l'enfoncer dans l'arbre pour récolter le sirop d'érable. Il est souvent en plastique ou en métal. Donc, bien évidemment, il va falloir percer l'arbre pour ensuite insérer le chalumeau. Premièrement, sécurité. Deuxièmement, nous allons avoir besoin d'une visseuse. Nous allons faire un petit trou de quelques centimètres de profond dans l'arbre et par la suite, nous pourrons l'insérer avec un marteau. Quel travail! Maintenant que notre chalumeau est posé, nous pouvons maintenant installer le seau qui viendra alors récolter l'eau d'érable lors de la saison des sucres. Souvent, suite à l'installation, nous pouvons observer que l'arbre commencera déjà à dégoûter dans le chalumeau. Donc, dans le sirop d'érable, il existe deux méthodes pour fabriquer le sirop. Une méthode beaucoup plus traditionnelle et une méthode beaucoup plus industrielle. Dans les méthodes plus industrielles, le gaz va être utilisé en fait pour chauffer l'eau d'érable et ensuite la transformer en sirop. Et pour la méthode plus traditionnelle, le bois qu'on va faire alors brûler, qui chauffera alors l'eau d'érable qui sera ensuite un sirop. Donc dans l'engin qu'on voit ici à ma droite, cet outil est utilisé autant pour la fabrication plus traditionnelle et la fabrication plus industrielle. Les grandeurs vont varier. Si elle est industrielle, ce sera beaucoup plus gros et traditionnel beaucoup plus petit. Donc dans le fond ici, l'eau sera chauffée alors à 100 degrés Celsius. C'est ici que l'eau d'érable sera déposée. Quand l'eau avancera dans les conduits, plus ici, ça sera 104 degrés Celsius. C'est en fait la température qui transformera l'eau d'érable en sirop d'érable. Pour calculer, savoir si notre sirop d'érable est prêt, nous utiliserons alors un densiomètre. Ça ressemble un peu à ceci. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire de la tire d'érable. Si vous le chauffez jusqu'à 112 degrés Celsius et le déposez sur la neige, avec un bâton, vous pouvez alors le rouler et le déguster comme bâtonnet sur neige. Par contre, on ne fonctionnait pas comme ça à l'époque. Tu as raison, Mayali. En fait, à l'époque, les Amérindiens utilisaient la méthode de l'évaporation. Ils faisaient chauffer une pierre jusqu'à ce qu'elle devienne très rouge. Puis une fois qu'elle était assez chaude, ils la lançaient dans un contenant qui avait de la sève à l'intérieur. Puis avec le changement de température soudain et l'évaporation, ça laissait la place à un sirop très épais.
Auparavant, on utilisait des caisseaux d'écorce et des éclisses de bois pour faire couler la sève et la récolter. On faisait aussi chauffer la sève à l'extérieur. C'est jusqu'en 1850 avant qu'on finisse par construire la première cabane à sucre. Les légendes qui concernent l'origine de la transformation des sèves varient vraiment entre les tribus. Pour les Algonquins, c'est une femme qui utilisa l'eau pour faire cuire sa viande qui fit la transformation en premier. Alors que pour les Micmacs, c'est une vieille dame endormie sous un arbre dans une chaude journée d'été qui préféra boire la sève chaude. On vient de voir que c'est avec la sève qu'on fait le sirop d'érable. En fait, cette sève-là, elle vient d'où? Bien, la sève dans un arbre, pour comprendre ce qu'elle fait, il faut comprendre le rôle qu'elle comble. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la feuille, la feuille est concentrée en eau et lorsque les stomates s'ouvrent, l'eau s'évapore parce que le milieu ambiant est plus sec. Et lorsque cette perte d'eau-là arrive, bien, il faut que cette perte d'eau-là soit compensée, donc par la sève brute. La sève brute va venir égaliser le niveau d'eau. Mais cette sève-là, elle vient d'où? En fait, cette sève-là vient du transport actif qui se passe dans les racines. L'arbre va concentrer des nutriments dans ses racines, l'azote notamment pour faire sa synthèse de protéines. Et l'eau se déplace d'un milieu qui est plus concentré vers un milieu qui est moins concentré. Donc l'eau va s'infiltrer dans les racines. Puis une fois que l'eau est infiltrée dans ses racines, l'eau va circuler du milieu où il y a les plus grandes forces vers les moins grandes forces, comme dans une rivière. Et le milieu avec les plus grandes forces, c'est le milieu dans les racines. Et le milieu avec les moins grandes forces, c'est la cime de l'arbre. Donc l'eau va circuler des racines vers la cime. Au printemps, la sève coule. Puis on attribue souvent ça au fait qu'il y a un gel-dégel dans la température. Mais qu'est-ce qui fait que le gel-dégel favorise la coulée des arbres? En fait, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que les cellules des arbres contiennent des gaz. Et ces gaz-là, lorsque la nuit arrive, les gaz se contractent. Et lorsque les températures chaudes réarrivent le jour, ces gaz-là se dilatent. Mais le volume de l'arbre en une nuit ne change pas. Alors, il y a une pression qui se fait dans l'arbre, dans la cime. Et cette pression-là, cette haute pression-là, pousse la sève à retourner vers la zone de basse pression, donc vers les racines. Puis, s'il y a une entaille qui est faite, à ce moment-là, la sève peut couler. Il y a aussi le fait que la sève est sucrée. Et le fait que la sève soit sucrée, bien, en fait, le sucre a des propriétés antigel. Donc, lorsque la nuit arrive, il y a des cristaux de glace qui se forment dans les cellules de l'arbre et le sucre est expulsé. Puis lorsque le sucre est expulsé, bien, ça le concentre dans l'arbre et ça crée une montée d'eau par osmose dans la cime de l'arbre. Puis ensuite, quand les températures chaudes réarrivent, c'est le phénomène inverse qui se produit. La glace fond, donc la concentration en sucre se dilue et la sève va descendre par osmose de l'arbre. On vient de voir que c'est par l'évaporation que le sirop d'érable se fait. Mais il faut bien qu'on ait des sucres à évaporer. Alors ces sucres-là, ils viennent d'où? En fait, ces sucres-là proviennent de la reprise du métabolisme par l'érable au printemps. Ce qui arrive, c'est que l'érable a besoin de refaire ses feuilles parce qu'il les a perdues l'automne. Mais il ne peut pas utiliser l'énergie du soleil parce qu'il n'a pas encore ses feuilles. Ça fait qu'il va utiliser une autre source d'énergie et cette source d'énergie-là, c'est du sucre qu'il a entreposé dans ses racines pendant la saison de croissance, donc pendant l'été et l'automne. Puis en fait, il va tellement avoir de sucre décomposé dans les racines qu'il va avoir une suraccumulation de sucre et il va avoir du sucre qui se retrouve dans les conduits du xylème. Et c'est ça qui explique qu'il se trouve à avoir du sucre au printemps dans la sève. Les retombées économiques des produits de l'érable à sucre au Québec sont considérables et super importantes. En effet, comme le montre ici le graphique de Statistique Canada, on peut voir à quel point la production de sirop d'érable est importante. Le graphique nous montre qu'au Québec, la production acéricole est le second secteur agricole le plus important après la production laitière. Vous comprendrez que toutes ces entreprises créent énormément d'emplois pour les familles québécoises. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur de ces entreprises, environ 12 600 emplois sont créés annuellement à temps plein, sans compter ceux à temps partiel lors de la saison des sucres.
Le plus beau dans tout cela, c'est que le marché est en pleine expansion. Selon les producteurs et productrices acéricoles du Québec, d'ici 2080, nous devrons entamer 120 millions d'érables à sucre supplémentaires pour subvenir à la demande mondiale. Cependant, est-ce que nos érables à sucre vont être capables de supporter une telle augmentation en plein contexte de changement climatique? La réponse est oui, Louis. En fait, le paramètre le plus important dans la production de sirop d'érable, c'est le climat. Donc, la température. Plus la température augmente, plus la production va être bonne. Selon une étude qui a été menée par Ouranos en 2022, s'il y a plus de précipitations pendant la saison qui précède la coulée et plus la température est élevée, ça mène justement à une production beaucoup plus fructueuse. L'impact le plus important du climat sur la production de sirop d'érable, c'est l'avancement de la période de coulée. En fait, on prédit que d'ici 2050, la période va avancer de 9 à 15 jours. Ça signifie que les producteurs n'auront aucune chance de savoir quand est le moment propice pour commencer leur coulée. Puis, on n'a aucune donnée sur l'impact du climat sur le goût du sirop ou la qualité du sirop. Bien sûr, comme la température augmente dans les zones plus nordiques du Québec, ça veut dire que la limite de répartition des érables va augmenter. On va commencer à en voir dans les endroits où il fait généralement plus froid à cause du réchauffement climatique. Plus on a d'érables, plus la production augmente. Plus la production augmente, plus l'exportation aussi. Laissez-moi maintenant vous parler de l'exportation de notre bon sirop d'érable. Évidemment, tout ce sirop n'est pas consommé par nous, les Québécois. De plus, plusieurs pays dans le monde consomment du sirop d'érable dans leur alimentation, mais ne le produisent pas eux-mêmes. Comme le montre ici le graphique des producteurs et productrices acéricoles du Québec, en 2021, le Québec a produit plus de 71% de la production mondiale de sirop d'érable. Nos voisins du Sud sont les principaux importateurs de notre sirop d'érable. Il y a aussi la Chine, le Japon et l'Union européenne qui sont d'importants consommateurs. En 2020, les exportations de produits acéricoles québécois étaient d'environ 500 millions de dollars selon le ministère de l'Alimentation, des Pêcheries et de l'Agriculture au Québec. Bref, le marché florissant et l'exportation de notre sirop d'érable est super important et participe grandement à l'économie québécoise. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre davantage sur cette science sucrée. Au nom de toute l'équipe, au revoir.